Dernier préparatif pour Johan. Voilà plusieurs semaines que ce militant prépare son périple à vélo. Cette marche des oubliés, c'est l'occasion pour lui de faire passer un message. On n'a même pas envie de discuter avec les candidats quelque part. On veut juste leur montrer que toutes les associations, qu'il y a vraiment toute une partie de la population qui n'est pas respectée. Et voilà, les remettre face à leurs responsabilités et leur rappeler ce que sont les droits de l'homme et l'égalité des droits. À ses côtés, Jean-Pierre Chambon et son handbike rutilant. Lui aussi se bat depuis des années pour les droits des handicapés avec des revendications très concrètes. Aujourd'hui, une personne qui a l'allocation adulte handicapé et qui est mariée si son conjoint travaille, l'allocation adulte handicapé lui est totalement supprimée et donc le conjoint handicapé doit vivre au crochet de sa femme ou de son mari. Mais au-delà des seuls handicapés, c'est la voix de tous les oubliés du système que cette marche entend porter pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes en colère et nous voulons appeler les candidats à la présidentielle à prendre en compte les questions des droits de l'homme, de la solidarité et tous les droits humains, tout ce qui fait le fondement justement d'une démocratie qui ne peut pas être pleine et entière, qui ne peut pas être fraternelle si elle ne prend pas en compte les plus démunis et donc tous les oubliés. Malgré un vent de face, Johan, Jean-Pierre, Philippe et Nicolas sont bien partis samedi direction Ancenis, arrivée prévue à Paris le 11 avril. Qu'ils se qualifient ou pas la semaine prochaine pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du H et leurs supporters se souviendront sans doute longtemps de ce huitième de finale aller face au PSG. Je suis surtout content de l'ambiance qu'il y a eu à Nantes ce soir parce que je pense que les Parisiens, il n'y en aura pas la même chose chez eux. Un match de fou, on domine, on perd, on revient sur le temps nu, c'est tout ce qu'on aime au final. C'est un match bien compliqué, mais on a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation et de talent. Et même les fans parisiens avaient du mal à se remettre de l'ambiance de la Trocardière. Le match nul, il fait du bien quand même. Dire que l'ambiance surtout, on va dire que ça nous change quand même de Paris. Dans une ambiance de feu, les Nantais ont réalisé un début de match idéal, allant jusqu'à mener de 3 buts. Mené de 2 buts à 2 minutes de la fin, le H arrache finalement le nul grâce à une dernière réalisation de Dominique Klein. 26-26, tout reste possible, et même en VO, Thierry Anti y croit. I think we can do it. On n'a encaissé que 26 buts ici, donc on sait que si c'est un match un peu plus ouvert offensivement, ça sera aussi à notre avantage. Donc voilà, on est dans le game. On peut imaginer mettre de la pression encore sur Paris au match retour, même si on sait que ça sera très difficile. Je m'appelle Guillaume Lecornec, j'ai 46 ans, j'ai une agence de création éditoriale à Nantes et je sors mon premier roman qui s'appelle L'île aux panthères aux éditions du Rocher le 5 avril. C'est 5 adolescents qui vivent à Nantes et qui se mettent par hasard sur les traces d'une organisation criminelle qui a pignon sur rue, on pourrait dire, qui s'appelle les Pink Panthers, donc qui est un gang chevronné de braqueurs de bijouterie internationale. Je l'avais sous la main, je la connais bien. Moi, j'y travaille depuis presque une dizaine d'années maintenant. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et puis, de manière un peu allégorique, mais il entre en résonance avec ces personnages qui sont plus dans l'enfance, qui ne sont pas encore des adultes, mais qui sont au point de bascule de leur existence. Et l'île de Nantes est un peu là en ce moment. C'est-à-dire qu'elle a ce passé industriel énorme, et puis elle a ces trajectoires d'avenir qui se dessinent en ce moment. Si jamais il y a une rencontre entre ces personnages, ce que je souhaite, et puis les lecteurs, et ben ouais, a priori, il y aura une suite et il y en aura plusieurs, voire de nombreuses suites, j'espère. Une défaite, mais beaucoup de sourires sur les visages des joueuses du NRB. Face à une des meilleures équipes du championnat, les déferlantes ont pendant longtemps mené les débats. On a fait une très belle partie, on montre qu'on est une grande équipe malgré nos petits moyens. Et voilà, donc on était en sur-régime pendant 40 minutes et on l'a payé un petit peu à la fin, un peu manque de lucidité. On voit ce soir
on joue les yeux dans les yeux face à une équipe qui va clairement jouer le titre, donc c'est de bon augure pour la suite. Car il y aura bien une suite destinée en début de saison à jouer le maintien avec un effectif limité. Et le NRB s'est invité une nouvelle fois aux playoffs. Toutes les saisons, on a toujours un peu peur parce qu'il y a des nouvelles joueuses, donc après, il faut s'adapter. On a des magiciens, je pense, dans le staff parce que c'est vrai que c'est un miracle permanent. Et on aurait signé dès demain en début de saison pour être là ce soir dans ces conditions-là, juste à prendre du plaisir. Mais pas le temps de savourer, c'est Charleville-Mézières, deuxième du championnat, qui se présente désormais sur la route des joueuses d'Emmanuel Curie. C'est un concurrent qui n'est pas facile à jouer, ils sont deuxièmes. Ils nous ont battus 2 fois. On est peut-être moins fort, on a peut-être moins de qualité, mais on a un collectif et une détermination à toute épreuve. Mais de toute façon, c'est déjà une super fin de saison. On est 7e du championnat. Après, ça peut être encore plus. Le match retour est prévu à Nantes le 8 avril. Une date surprise que les supporters nantais ont coché avec fierté sur leur agenda. Même avec une simple fourchette, la pêche à pied a toujours ses adeptes, des amateurs éclairés qui remplissent leur panier de coquillages en respectant certaines règles de base. Il faut les trier, parce que autrement on n'a pas les bonnes tailles, vous voyez. Donc je fais du tri. Il y a la taille, il y a aussi le poids, donc là on a tout regroupé, là. On a le droit à 3 kilos je crois. Moi j'ai mon repère, vous voyez là. Vous voyez les 2 traits-ci là. Quand j'hésite, je regarde là. À chacun son outil de mesure pour préserver la ressource, mais aussi la qualité de l'eau. Et sur ce point, les pêcheurs professionnels du Croisic sont optimistes. Ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de fermeture pour les salmonelles et les Escherichia coli. Donc c'est un bon signe. L'Escherichia coli, l'E. coli, c'est une bactérie fécale qui peut se retrouver dans l'eau qui se rejette dans le trait du Croisic, dans les marais salants, les étiers, les cours d'eau, les eaux pluviales. Il y a 3 ans, une trentaine de ces sources étaient contaminées. Aujourd'hui, les bactéries ne sont présentes qu'en très petite quantité dans 7 d'entre elles. Ceci grâce à une charte entre différents partenaires et un effort collectif qui porte ses fruits. Nous, notre littoral, notre richesse, c'est l'eau. Donc cette eau, finalement, on essaye de la préserver. Et lorsqu'il peut y avoir des problèmes de contamination, c'est de retrouver les sources et de trouver des actions qui vont enrayer ces problématiques. Des actions qui passent par des panneaux d'information sur le littoral ou encore l'aménagement d'aires de stationnement pour les camping-cars, dotés de bornes pour permettre les vidanges en libre service et éviter les rejets dans la nature. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité. Passionnée depuis tout petit par l'astrophysique, Élise, Stanislas, Louise, Mathis, Maya et Charlotte n'en reviennent pas. Ces 6 adolescents ont été choisis pour participer à une expédition dans le désert de l'Atacama au Chili. C'était vraiment très important à mes yeux et surtout une chance de pouvoir allier, que ce voyage puisse allier ma culture chilienne et mon projet futur. L'astrophysique, les étoiles, le ciel, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. J'aimerais en faire mon métier plus tard, devenir astrophysicien, ce serait mon rêve. L'objectif de l'expédition Atacama, rechercher des météorites et les étudier. Pendant 2 semaines en avril, ils vont aider Luc Laben et son équipe. Depuis plus de 20 ans, cet explorateur parcourt le monde à la recherche de ce matériel extraterrestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir un autre regard que moi, parce que moi, mon regard est biaisé, forcément. Je fais ça depuis 20 ans, donc je compte bien sur eux pour peut-être qu'ils me disent tiens, pourquoi on n'irait pas chercher dans telle zone, alors que moi, j'aurais dit voilà, c'est pas une zone intéressante à faire a priori. Cette initiative, lancée par le Muséum d'histoire naturelle, est une grande première, un beau moyen pour le musée nantais de sensibiliser les jeunes aux sciences. C'est leur donner l'idée que la science est aussi un monde de découverte, un monde extraordinaire qui amène à des moments tout aussi extraordinaires. Le projet a été financé en grande partie par la métropole. D'autres expéditions de ce type pourraient voir le jour tous les 2 ans, avec notamment la découverte de fossiles de dinosaures en Chine ou de mammouths dans le nord-est de la Russie. Il est très bien. Pour une première, c'est bien. C'est la première fois que je vois partir un bateau qui vient d'être construit. Ça vaut le coup de se lever tôt? Oui, ça vaut le coup. Oui. Et puis il fait beau. C'est le principal. Il n'y a pas grand monde, si. Il est peut-être un peu tôt? C'est un peu tôt, oui. Puis c'est la semaine, les gens travaillent.
C'est une question de goût. Bon, c'est du beau travail, c'est une belle réalisation, c'est quand même quelque chose de très en pointe. Là, notre ville, c'est important. Mais pour moi, c'est pas... Bon, c'est le plaisir de la manœuvre, de voir les choses, mais bon, plus l'impression de voir un hôtel flottant. Voilà. Magnifique. Et fier pour les salariés qui l'ont construit. En plus, un petit lever de soleil, c'était magnifique. Ça donne vraiment envie de faire une croisière. Le voir l'extérieur, c'est bien, mais l'intérieur, c'est encore mieux. Nous sommes jeunes retraités, nous sommes à Saint-Nazaire depuis 6 mois. C'est le premier que l'on fait et on en fera d'autres. C'était superbe. Il est gros, il est magnifique, il est plein de couleurs, il est bien travaillé, donc il est parti, voilà, pour 3 jours d'essai. Et puis quand il reviendra dimanche, je serai peut-être là. Vous faites tous les départs ? J'essaye de les faire, ouais, suivant les horaires, mais autrement, oui, j'essaye de faire tous les départs. De retour de 3 semaines au Canada, Gleb Sakharov a bien mérité un peu de repos. 2 fois finaliste pour un quart de finale d'un tournoi de l'ATP outre-Atlantique, le tennisman nantais n'en finit plus de surprendre. Pourtant, à bientôt 29 ans et après une dernière saison difficile, ses rêves de côtoyer les sommets du tennis mondial s'étaient dissipés. Je sentais que je faisais un peu le tour du truc et évidemment, quand tu es dans une spirale négative, t'essayes de chercher les solutions un peu à droite à gauche. Et l'une d'entre elles s'appelle Julien Deville. Depuis le début de la saison, ce préparateur mental conseille, oriente Gleb Sakharov vers la voie du succès. Et ça marche, puisqu'il a atteint récemment son meilleur classement mondial à la 225e place. J'ai pu arriver à ce classement-là en battant quelques bons mecs que j'ai pas réussi à battre jusqu'à maintenant. C'est toute une autre approche que j'essaie d'avoir maintenant. Plus se focaliser sur les ressentis personnels, sur la bonne attitude à adopter sur le court et pas forcément se poser la question par rapport à l'adversaire. Une réussite qui lui a redonné des ailes pour tenter d'atteindre les objectifs de sa saison. Les 3 grands chelems, on arrive vers le cut de Roland Garros, Wimbledon et US Open. Donc j'aimerais énormément participer à ces tournois-là. Ça me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je continue à jouer au tennis. Et pour décrocher pourquoi pas une place dans le top 200 des meilleurs joueurs mondiaux.